Gilles Dufresneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et membre de l'école d'économie d'Aix-Marseille et vous avez coécrit avec deux de vos collègues le livre Austérité budgétaire : remède ou poison ? La zone euro à l'épreuve de la crise aux éditions Atland. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est une question qui revient souvent dans le débat économique, c'est l'austérité. Est-ce que ça marche ? Alors si vous voulez, l'austérité en tant que telle n'a pas d'effet positif ou négatif. Ce qui compte sont les conditions dans lesquelles cette austérité est mise en place. Alors je vais vous donner deux exemples, une où ça a fonctionné, une autre où ça ne fonctionne pas. Si on prend les pays d'Europe du Nord dans les années 90, qui avaient des situations de dette importantes, des déficits budgétaires élevés, ces pays ont décidé de mener des politiques d'austérité budgétaire qui ont fonctionné. Mais pourquoi ont-elles fonctionné? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles le faisaient dans un environnement qui était un environnement économique qui était porteur, il y avait de la croissance. Et deuxièmement, ces pays avaient une monnaie qu'ils pouvaient utiliser, faire de la dévaluation, ça permet de relancer les exportations, etc. etc. Et troisièmement, surtout, il y a un aspect politique important, c'est que sur tout l'échiquier politique, tout le monde était d'accord. Alors on imagine qu'il y a aussi des exemples un peu plus négatifs. Alors effectivement, ces exemples sont beaucoup plus récents puisqu'ils concernent les pays d'Europe du Sud, comme on dit habituellement, l'Espagne, le Portugal, etc. Alors là, le contexte était très différent parce que l'austérité était mise en place dans un contexte où tous les pays de la zone euro menaient en même temps une politique d'austérité budgétaire. Donc ça veut dire que vous n'aviez pas d'environnement de croissance porteur. D'autre part, ces pays n'ayant pas de monnaie autonome ne pouvaient pas prétendre utiliser leur monnaie pour essayer de relancer l'économie. Et puis, la chose importante, c'est qu'on n'a pas tenu compte, c'est-à-dire que ce que l'on aurait dû faire, c'était de partager l'austérité entre les pays, c'est-à-dire dire aux pays qui avaient une situation meilleure que les autres, c'est-à-dire des déficits budgétaires moins importants, de pratiquer une austérité plus importante, et peut-être l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie, un peu moins importante. Voilà. Donc, alors, est-ce que le débat de fond, parce que vous l'avez un peu évoqué, c'est pas le problème de la monnaie unique qui ne permet pas d'ajuster pays par pays? Alors, la monnaie unique, si vous voulez, quand on l'a mise en place au départ, tout le monde avait en tête le schéma américain, c'est-à-dire que quand on prive un ensemble de pays de leur monnaie, il y a d'autres mécanismes qui prennent le relais pour stimuler une économie, la mobilité des facteurs, l'intégration des marchés du crédit, etc. Alors, c'était une très bonne idée, mais ça fonctionne, j'allais dire, quand on n'est pas en situation de crise. Et là, ce qui a un petit peu surpris tout le monde, c'est que finalement, la monnaie unique, le schéma qui avait été mis en place, n'avait pas été pensé dans un cadre de crise. Alors, à partir de ce moment-là, lorsque vous avez une crise et que vous ne pouvez pas utiliser la monnaie, il faut que les autres mécanisme fonctionne. Or, dans le cas de la zone euro, il ne fonctionne pas. Les marchés du travail ne sont pas mobiles. Les marchés de capitaux, on l'a vu, ne sont pas nécessairement intégrés, puisque dès qu'il y a un problème, les capitaux refluent des pays du Sud, on va dire ça comme ça, vers les pays du centre. Donc, ce n'est pas tellement la monnaie unique en tant que telle, hein, c'est les stratégies alternatives. Quand on perd l'instrument du taux de change, comment construire un cadre qui permet de faire face à une crise importante. Alors justement, est-ce que la solution de ce fait, c'est pas d'aller vers plus de fédéralisme budgétaire, et est-ce possible ? Alors, certains économistes évoquent effectivement cette possibilité parce que l'idée du fédéralisme budgétaire, c'est de considérer que, eh bien, quand on a un ensemble de pays et qu'il y a une difficulté, on peut procéder à des transferts entre régions, comme ça se fait pour les Länder en Allemagne, ou comme ça se fait pour les États-Unis. Donc, effectivement, un certain nombre d'économies appellent de leur vœu cette situation. Alors, dans le cas de la zone euro, il y a un certain nombre de handicaps, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord que politiquement les pays se mettent d'accord, notamment sur le plan fiscal, qu'il y ait une convergence fiscale. On sait très bien qu'il y a de la compétition parce que chaque pays veut attirer vers lui les investissements. Et puis deuxièmement, il y a une question sur les modalités de la mise en place de ce fédéralisme fiscal. Comment est-ce que l'on fait? Est-ce que tous les pays mettent dans un pot commun et ensuite les pays qui sont affectés par une crise reçoivent de l'argent des autres? Est-ce qu'on doit plutôt travailler sur les systèmes d'assurance, chômage, etc. Donc voilà, c'est des questions qui sont
C'est ce qui serait souhaitable, mais ce sont des questions qui peuvent être difficiles, notamment d'un point de vue politique. Oui, parce que c'est très compliqué que les États européens se mettent d'accord. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Gilles Dufresneau pour cette analyse, et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre Austérité budgétaire, remède ou poison, la zone euro à l'épreuve de la crise, aux éditions Atland. Merci à vous. Je vous en prie, merci.